On nous a toujours vendu la même promesse. Travaille dur à l'école, décroche un diplôme, trouve un emploi stable, donne tout ce que tu as, et la réussite frappera à ta porte. Pourtant, si le travail acharné était le seul ingrédient de la richesse, les ouvriers de chantier et les mères de famille qui cumulent 3 jobs seraient tous millionnaires. La réalité est bien plus brutale, et parfois même révoltante. Pourquoi des millions de personnes passent-elles 40 ans de leur vie à s'épuiser sans jamais voir leur compte en banque décoller? Pourquoi, malgré la sueur et les sacrifices, le plafond de verre semble-t-il impossible à briser? C'est parce que la pauvreté n'est pas une simple absence de chiffres sur un écran bancaire. C'est un système complexe, une mécanique physique et psychologique qui agit comme une force de frottement permanente. Imaginez essayer de courir un marathon avec des poids de 10 kg aux chevilles pendant que d'autres sont sur un tapis roulant motorisé. C'est cette boucle invisible que nous allons décortiquer aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi on ne sort pas de la pauvreté, il faut d'abord comprendre que le système économique actuel est conçu pour consommer votre ressource la plus précieuse, votre énergie mentale. Quand on vit dans le manque, chaque décision devient une question de survie. On ne choisit pas entre investir en bourse ou acheter un actif immobilier. On choisit entre payer la facture d'électricité ou réparer la voiture pour pouvoir aller travailler demain. C'est ce que les chercheurs appellent la taxe cognitive de la pauvreté. Le stress financier constant réduit littéralement votre quotient intellectuel opérationnel. Vous n'êtes pas moins intelligent, mais votre cerveau est tellement saturé par la gestion de l'urgence qu'il n'a plus la bande passante nécessaire pour planifier à long terme. C'est le premier piège. La pauvreté vous vole votre capacité à voir l'avenir, vous forçant à rester bloqué dans un présent perpétuel et épuisant. Ensuite, il y a la mécanique du système, particulièrement visible en France. On parle souvent de la classe moyenne comme du moteur du pays, mais c'est aussi celle qui subit de plein fouet l'érosion silencieuse de l'inflation et de la fiscalité sur le travail. Le travail est taxé plus lourdement que le capital. En clair, celui qui loue ses bras ou son cerveau à l'heure sera toujours désavantagé par rapport à celui qui fait travailler son argent. C'est une règle du jeu que peu de gens acceptent de regarder en face. On ne devient libre qu'en vendant son temps, car le temps est une ressource finie. Pourtant, on nous éduque à devenir d'excellents composants d'une machine, mais jamais les propriétaires de la machine. Cette distinction entre travailler pour l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour soi est la frontière invisible qui sépare la survie de la liberté. Le piège se referme aussi à travers nos habitudes de consommation, souvent dictées par un besoin de compensation psychologique. Quand la vie est dure, quand on se sent dévalorisé par son travail, on cherche des gratifications immédiates pour tenir le coup. C'est le dernier smartphone, la voiture à crédit, les petits plaisirs qui donnent l'illusion d'une réussite sociale, mais qui en réalité transfèrent le peu d'argent que vous avez gagné avec peine directement dans les poches de ceux qui possèdent déjà les actifs. On achète des passifs pour se sentir vivant, sans réaliser qu'on construit la liberté de quelqu'un d'autre au détriment de la nôtre. Sortir de là demande une discipline presque surhumaine, car il faut aller à contre-courant de toute la pression sociale et marketing qui nous entoure. Il faut accepter de paraître pauvre pendant quelques années pour devenir réellement libre plus tard. Mais alors, comment briser cette spirale? Le premier pas n'est pas financier, il est mental. C'est comprendre que l'argent est un outil, pas une fin, et que la richesse se construit sur la possession de systèmes, pas sur l'accumulation de salaires. Il s'agit de rééduquer son regard, cesser de voir une dépense comme un prix, mais comme un coût d'opportunité. Chaque euro dépensé dans un objet inutile est un soldat que vous envoyez au front pour ne jamais revenir, alors qu'il aurait pu capturer d'autres euros pour vous. La transition vers la liberté financière commence le moment précis où l'on décide que la sécurité d'un salaire est moins importante que la liberté d'un actif. C'est un chemin pavé de doutes, particulièrement dans un pays où l'ambition financière est parfois vue comme suspicion, mais c'est le seul chemin qui mène hors de la boucle. Ce que nous explorons ici, c'est un changement de paradigme total. Ce n'est pas une méthode miracle pour devenir riche en 3 jours, c'est une déconstruction de tout ce que l'on vous a appris. Comprendre les mécanismes du stress financier, identifier les fuites de votre réservoir économique et réallouer votre énergie vers ce qui produit de la valeur sur le long terme. Le système ne changera pas pour vous, c'est à vous de comprendre ces règles pour arrêter d'être le pion et commencer à déplacer les pièces. La pauvreté peut être un héritage, mais elle ne doit pas être une fatalité. En changeant votre psychologie et en adoptant des comportements financiers stratégiques, vous commencez à hacker cette mécanique qui semblait pourtant si solide. C'est un voyage qui demande de la patience, de l'éducation et une volonté de faire pour refuser le confort immédiat au profit d'une souveraineté future.
Car au final, la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir le choix de son temps et de sa vie. C'est là que le piège se referme avec une précision mathématique. Si l'on regarde de plus près, la pauvreté n'est pas un accident de parcours, c'est souvent le résultat d'une structure qui s'auto-alimente. Pourquoi? Parce que le coût d'être pauvre est paradoxalement beaucoup plus élevé que le coût d'être riche. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'urgence. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter en gros, vous pouvez attendre les soldes, vous pouvez investir dans de la qualité qui durera 10 ans. Quand vous n'en avez pas, vous achetez de la basse qualité qui casse après 6 mois, vous payez des agios bancaires parce qu'un prélèvement est passé 2 jours trop tôt et vous payez vos assurances ou vos crédits plus chers parce que vous êtes considéré comme un profil à risque. Cette accumulation de micro-pénalités financières crée une hémorragie silencieuse. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe l'intensité avec laquelle vous versez l'eau, c'est-à-dire l'intensité de votre travail, le niveau ne monte jamais parce que les fuites sont structurelles. Cette réalité physique se double d'une barrière psychologique invisible, la normalisation de la survie. Quand on grandit ou qu'on évolue dans un environnement où tout le monde court après le mois prochain, l'esprit finit par intégrer que l'argent est une ressource rare, dangereuse, voire moralement suspecte. On développe une relation de peur avec la finance. Pour beaucoup, regarder son compte en banque provoque une montée d'angoisse. Alors on finit par pratiquer la politique de l'autruche. On évite de compter, on évite de planifier, et sans s'en rendre compte, on laisse le contrôle de notre vie aux circonstances extérieures. Sortir de la pauvreté, ce n'est pas seulement gagner plus, c'est d'abord guérir ce rapport traumatique à l'argent. C'est passer d'une mentalité de défense, où l'on essaie de perdre le moins possible, à une mentalité d'attaque, où l'on cherche à construire. Mais le système, lui, préfère que vous restiez en défense. La société de consommation moderne est une machine de guerre conçue pour capturer votre attention et vos revenus avant même qu'ils ne touchent votre compte. Regardez autour de vous, tout est fait pour faciliter la dépense immédiate. Le crédit à la consommation, le payer en 4 fois, les abonnements cachés, ce sont des filets jetés sur la classe travailleuse. On vous vend du confort pour anesthésier la douleur de l'aliénation au travail. On vous dit que vous méritez ce luxe superflu parce que vous travaillez dur. C'est le baiser du Judas financier. On vous récompense de votre fatigue par une nouvelle chaîne qui vous obligera à travailler encore plus dur le mois suivant pour rembourser ce plaisir éphémère. C'est ainsi que des gens avec des salaires pourtant corrects finissent par vivre dans une précarité dorée, esclaves de leur niveau de vie. Pour briser ce cycle, il faut une discipline qui frise l'obsession. Il faut comprendre la différence fondamentale entre un actif et un passif, un concept popularisé par Robert Kiyosaki, mais trop souvent ignoré dans l'éducation nationale française. Un actif met de l'argent dans votre poche pendant que vous dormez. Un passif en sort même quand vous travaillez. La tragédie, c'est que la majorité des gens passent leur vie à collectionner des passifs en pensant que ce sont des signes de richesse. Votre voiture de fonction, un passif. Votre dernier smartphone, un passif. Votre résidence principale avec un crédit sur 25 ans, techniquement, c'est un passif tant qu'elle ne génère pas de cash flow. La liberté commence le jour où vos actifs couvrent vos dépenses minimales. Avant cela, vous n'êtes pas libre, vous êtes juste un locataire de votre propre vie. En Belgique, en France et en Suisse par exemple, nous avons des défis supplémentaires. Une culture qui stigmatise parfois la réussite financière ou qui la lie immédiatement à l'exploitation. Cette pudeur mal placée sur l'argent empêche les discussions sérieuses sur l'éducation financière dès le plus jeune âge. On apprend l'histoire, la géographie, les équations complexes, mais on ne nous apprend jamais comment fonctionne l'intérêt composé, comment lire un bilan comptable ou comment optimiser sa fiscalité légalement. On nous lâche dans la jungle économique sans boussole, et on s'étonne que tant de gens se perdent. La véritable éducation financière est subversive parce qu'elle vous rend indépendant du système de protection sociale classique. Elle vous donne le pouvoir de dire non à un patron toxique ou à un travail qui n'a plus de sens. Le passage de la survie à la liberté est un marathon de patience. On vit dans une ère de l'instantanéité, où l'on veut tout de suite. Mais la richesse solide, celle qui traverse les générations, se construit sur le temps long. C'est l'idée de planter un arbre aujourd'hui pour pouvoir s'asseoir à son ombre dans 10 ans. Cela demande de sacrifier le paraître pour l'être. Cela demande d'accepter d'être critiqué par ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous n'achetez pas la dernière voiture à la mode, ou pourquoi vous passez vos week-ends à étudier les marchés ou à lancer un projet parallèle. C'est un isolement temporaire pour une souveraineté permanente. N'oubliez jamais que l'argent est un amplificateur. Si vous êtes malheureux et désorganisé sans argent, vous serez probablement malheureux et désorganisé avec argent.
La transformation doit être interne. Elle commence par une prise de responsabilité totale. Arrêtez de blâmer l'économie, le gouvernement ou la chance et commencez à regarder ce qu'on peut contrôler. Quelle compétence puis-je acquérir qui vaut plus que mon salaire actuel? Comment puis-je réduire mes coûts fixes pour augmenter ma capacité d'investissement? Comment puis-je protéger mon temps contre les distractions inutiles? Chaque minute passée à se plaindre est une minute de moins passée à construire une sortie de secours. La porte de la cage est ouverte, mais elle est gardée par nos propres habitudes et nos peurs les plus profondes. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à agir, jour après jour, avec la régularité d'une horloge. Parce qu'au bout du compte, la liberté financière n'est pas une destination où l'on arrive par hasard, c'est une forteresse que l'on bâtit pierre par pierre, alors que tout le monde autour de vous essaie de vous convaincre que de simples châteaux de sable suffiront. Ne vous contentez pas de survivre à ce système. Apprenez ses failles, utilisez ses outils et devenez celui qui décide de la valeur de son propre temps. Et c'est justement là, dans cette gestion de l'urgence, que se situe la première fracture visible. Observez ce premier graphique. Il compare brutalement comment un ménage riche et un ménage pauvre allouent leurs revenus mensuels. D'un côté, la majeure partie de l'argent s'envole instantanément dans les nécessités de base. Le loyer, la nourriture, les factures, les transports pour aller travailler. Il ne reste rien, ou presque, pour le reste. De l'autre, pour le ménage aisé, ses coûts fixes sont compressés en une fraction du revenu total, laissant une part massive à l'épargne et à l'investissement. C'est la démonstration visuelle que la pauvreté n'est pas une question de mauvaise gestion, mais d'une structure de coûts étouffante qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Comment investir quand 95% de votre argent sert juste à rester en vie? C'est là que le piège devient circulaire. Cette situation d'urgence permanente crée un cercle vicieux économique et mental presque impossible à briser. Tout commence par de faibles revenus qui empêchent toute forme d'épargne. Sans épargne, impossible d'accumuler le moindre capital. Et sans capital, il est impossible d'investir dans les outils ou la formation qui permettraient d'augmenter ces revenus initialement faibles. Le cercle se referme et chaque tour de piste renforce le suivant, emprisonnant la personne dans une spirale où l'effort fourni ne sert qu'à maintenir le statu quo, jamais à s'en extraire. Cette structure de coûts et ce cercle vicieux sont les architectes d'une autre forme d'inégalité flagrante, la disparité patrimoniale sur le long terme. Regardez cette projection sur 10 ans. Deux individus commencent avec le même revenu initial. L'un, piégé dans la structure que nous venons de décrire, parvient à peine à épargner 5% de ses revenus. L'autre, grâce à une structure de coûts plus légère ou une discipline de fer, parvient à épargner et investir 30%. Au début, la différence semble minime, presque invisible, mais après 10 ans, grâce à la magie de l'intérêt composé, la différence de richesse devient astronomique. Ce graphique ne montre pas une différence de mérite, il montre l'effet de levier du capital sur le temps. Et en parlant de levier, c'est le moment d'aborder la règle la plus importante du jeu financier, une règle qu'on n'enseigne jamais à l'école. Pour comprendre pourquoi certains restent bloqués, il faut comprendre le concept de l'actif et du passif. C'est d'une simplicité enfantine, mais les conséquences sont dévastatrices si on ne la saisit pas. Un actif est un outil qui met de l'argent dans votre poche sans que vous ayez à travailler pour l'obtenir. C'est un bien immobilier que vous louez, une action qui vous verse un dividende, une entreprise qui tourne sans vous. À l'inverse, un passif est un gouffre qui sort de l'argent de votre poche, que vous travaillez ou non. C'est votre voiture qui se déprécie, votre abonnement de streaming, votre crédit à la consommation. La classe moyenne travaille toute sa vie pour s'acheter des passifs sophistiqués qu'elle prend pour des actifs, tandis que les riches collectionnent des actifs pour financer leurs passifs. Le secret, la véritable porte de sortie, est d'utiliser votre revenu pour acheter des actifs qui finiront par payer vos passifs à votre place. Tant que vous ne faites pas travailler votre argent, vous travaillerez pour lui jusqu'à votre dernier souffle. C'est là que nous basculons de la compréhension à la rébellion constructive. Pour sortir de cette mécanique, il ne suffit pas de vouloir, il faut saboter le système de l'intérieur en appliquant des leviers que la majorité ignore. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la liberté financière. Regardez cette structure. La plupart des gens passent leur vie entière au premier étage, celui de la dépendance, où chaque euro gagné est déjà dépensé avant d'arriver. Pour monter, il faut créer une zone de sécurité, un fonds d'urgence. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas un investissement qui rapporte 10%, mais c'est votre gilet de sauvetage. C'est ce qui vous permet, quand votre machine à laver lâche, de ne pas contracter un crédit à la consommation qui vous enchaînera pour les 2 prochaines années. Sans ce socle, vous construisez sur du sable. Une fois ce socle posé,
Il faut s'attaquer au concept le plus puissant de l'univers financier, l'effet de levier. Imaginez que vous essayez de soulever un rocher énorme à main nue. C'est ce que vous faites quand vous comptez uniquement sur votre salaire. L'effet de levier, c'est utiliser un point d'appui, comme le crédit immobilier intelligent ou les intérêts composés, pour soulever ce rocher avec un minimum d'effort. En France, le levier bancaire est l'une des rares armes accessibles à la classe moyenne. Utiliser l'argent de la banque pour acheter un actif qui se rembourse tout seul grâce au loyer des autres, c'est littéralement imprimer sa propre monnaie sur le long terme. Mais attention, car il y a une condition sine qua non, la compréhension de la courbe de l'apprentissage versus la courbe des revenus. Au début de votre voyage vers la liberté, vous allez fournir énormément d'efforts pour des résultats quasi invisibles. Vous allez lire des livres, suivre des formations, analyser des marchés, et votre compte bancaire ne bougera pas d'un iota. C'est la vallée de la déception. La majorité des gens abandonnent ici. Ils se disent que ça ne marche pas. Pourtant, c'est durant cette phase que vous construisez votre capital intellectuel. La richesse n'est que le décalage temporel entre votre valeur réelle et ce que le marché finit par vous payer. Pour visualiser concrètement comment transformer votre flux financier, observez ce schéma de réallocation des flux. Au lieu que votre salaire s'échappe directement vers les factures et les loyers, la boucle de la pauvreté, vous devez insérer une étape intermédiaire, l'investissement. Même si c'est 50 € par mois, ces 50 € vont acheter des ouvriers financiers, actions, parts de SCPI, crypto stables. Au début, ils ne rapportent que quelques centimes, mais avec le temps, ces ouvriers se multiplient. Le but ultime est d'atteindre le point de bascule où les revenus générés par vos ouvriers sont supérieurs à vos factures. À cet instant précis, vous n'êtes plus obligé de travailler, vous travaillez parce que vous le voulez. Enfin, il faut comprendre la matrice de la valeur. Pourquoi le travail acharné ne paye-t-il pas? Parce que beaucoup s'épuisent dans le cadran haute intensité, faible valeur. Si vous voulez sortir de la pauvreté, vous devez migrer vers des activités à haute valeur ajoutée. Cela signifie passer de l'exécution, faire ce qu'on nous dit, à la création, résoudre des problèmes pour les autres. Le marché ne vous paye pas pour votre temps. Le marché s'en fiche que vous ayez travaillé 12 heures. Le marché vous paye pour la rareté de la solution que vous apportez. Devenir libre, c'est devenir quelqu'un d'irremplaçable ou posséder un système irremplaçable. La sortie de la pauvreté n'est pas un événement, c'est un processus de reconfiguration cérébrale. C'est décider que chaque décision d'aujourd'hui est un vote pour la personne que vous voulez être dans 5 ans. Le système a ses règles, ses pièges et ses sorties de secours. Maintenant que vous avez la carte et les illustrations du mécanisme, la question n'est plus « pourquoi je suis bloqué ?», mais « quand est-ce que je commence à poser la première pierre de ma forteresse ?» Mais si l'on veut vraiment comprendre l'ampleur du mur que certains essaient de franchir, il faut regarder une autre réalité, plus sombre celle-là, le coût invisible de l'appartenance sociale. On vit dans une époque où, pour la première fois dans l'histoire moderne, travailler dur ne garantit plus une ascension sociale. C'est ce qu'on appelle le déclassement. L'inflation, ce voleur silencieux, ne s'attaque pas seulement à votre pouvoir d'achat, elle s'attaque à votre espoir. Quand le prix de l'immobilier grimpe de 10% par an alors que votre salaire stagne, vous ne faites pas que stagner, vous reculez. Vous travaillez 40 heures par semaine pour acheter moins de liberté qu'il y a 10 ans. C'est une course contre la montre où la ligne d'arrivée s'éloigne à chaque foulée. Et là, une question brûlante se pose. Pourquoi, alors que nous voyons ce mur, continuons-nous à foncer dedans? C'est ici qu'intervient la biologie de la richesse. Notre cerveau n'est pas programmé pour la liberté financière, il est programmé pour la survie et l'acceptation par le clan. Pour nos ancêtres, être exclu du groupe signifiait la mort. Aujourd'hui, ne pas avoir la même voiture que son voisin ou ne pas partir dans les mêmes vacances que ses collègues déclenche une alarme biologique de rejet. On dépense de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. C'est un instinct primaire que le marketing moderne exploite à la perfection. Sortir de la pauvreté, c'est donc d'abord mener une guerre contre sa propre biologie. C'est accepter d'être l'anomalie du groupe, celui qui ne suit pas le troupeau vers l'abattoir du crédit à la consommation. Parlons maintenant de la stratégie des compartiments. Pour sortir du manque, vous devez compartimenter votre vie. La plupart des gens mélangent tout. Ils utilisent leur épargne de sécurité pour s'acheter un plaisir éphémère. C'est un suicide financier. Le compartiment sécurité est sacré, c'est votre protection contre les coups de sort. Le compartiment croissance, c'est votre armée. C'est là que vous placez l'argent qui doit se battre pour vous, bourse, immo, business. Et enfin, le compartiment liberté, c'est le seul qui a le droit de financer vos loisirs.
Mais attention, ce compartiment ne doit être alimenté que par les bénéfices du compartiment croissance, jamais par votre sueur directe. Si vous achetez une montre de luxe avec votre salaire, vous êtes un esclave qui porte ses chaînes au poignet. Si vous l'achetez avec les dividendes de vos investissements, vous êtes un homme libre qui célèbre sa victoire. Approfondissons le concept de la valeur de remplacement. Si votre seule manière de gagner de l'argent est d'être présent physiquement, votre valeur est plafonnée par les 24 heures d'une journée. C'est une limite physique indépassable. Les personnes qui sortent réellement de la pauvreté sont celles qui parviennent à décorréler leurs revenus de leur temps. Cela peut passer par la création de contenu, l'écriture d'un livre, le développement d'un logiciel ou l'investissement dans des entreprises. L'objectif est de créer une valeur qui continue d'exister et de se vendre pendant que vous dormez, que vous mangez ou que vous jouez avec vos enfants. C'est ce qu'on appelle passer de l'économie de la présence à l'économie de la rémanence. Mais attention au piège de la lifestyle creep ou inflation du mode de vie. C'est l'erreur classique de la classe moyenne montante. Vous obtenez une promotion, vous gagnez 500 € de plus par mois et immédiatement vous emménagez dans un appartement plus grand ou vous changez de voiture. Résultat, votre capacité d'investissement reste à zéro. Vous avez augmenté votre confort, mais vous avez enchaîné votre futur. Pour briser la mécanique, il faut maintenir son niveau de vie constant alors que ses revenus explosent. C'est dans cet écart, ce différentiel massif, que se construit la véritable fortune. C'est là que vous accumulez la puissance de feu nécessaire pour racheter votre liberté au système. Enfin, regardons la réalité du réseau et de l'environnement. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si votre entourage ne parle que de la pluie, du beau temps et des problèmes sans jamais chercher de solution, votre cerveau restera en mode veille. Pour sortir de la boucle invisible, vous devez infiltrer des cercles où l'argent n'est pas un tabou, mais un outil de création. Vous devez lire des biographies de bâtisseurs, écouter des podcasts de stratèges, vous entourer de gens qui sont là où vous voulez être. Le savoir est partout, mais la volonté de le chercher est rare. La pauvreté est souvent un héritage de pensée avant d'être un héritage de portefeuille. Changez votre logiciel interne et le monde extérieur finira par se synchroniser. Ce n'est pas une question de chance. La chance, c'est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Si vous n'êtes pas préparé, l'opportunité passera devant vous sans que vous puissiez la saisir. En regardant cette vidéo, vous êtes en train de vous préparer. Vous apprenez à lire les lignes de code du système économique. Vous apprenez à voir les pièges là où les autres voient des opportunités, et à voir des opportunités là où les autres voient des risques. C'est cette vision laser qui fera la différence dans 5, 10 ou 20 ans. Le chemin est long, il est parfois ingrat, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru si vous refusez de finir comme un simple rouage usé d'une machine qui ne vous connaît même pas. Mais alors maintenant que vous avez les cartes dans les mains, que vous comprenez la mécanique du piège et que vous voyez finalement les fils de la marionnette, qu'allez-vous faire ? La connaissance sans l'action n'est qu'un divertissement de plus. On peut passer des heures à regarder des vidéos sur la liberté financière, mais si demain matin votre routine reste la même, si votre gestion de l'argent ne change d'un centime, alors le système a déjà gagné. Il vous a offert l'illusion de la compréhension pour mieux vous maintenir dans l'immobilisme. La vérité, c'est que personne ne viendra vous sauver, ni le gouvernement, ni votre patron, ni la chance. La porte de la cage est ouverte, mais c'est à vous de franchir le seuil. Le premier pas, c'est de décider que le confort de la survie est devenu insupportable. C'est de refuser d'être ce travailleur acharné que le système admire pour sa résilience, mais qu'il oublie dès qu'il n'est plus productif. Si cette vidéo a été pour vous ce déclic, cette étincelle qui vous donne envie de reprendre le contrôle de votre trajectoire, alors montrez-le. Pas seulement pour moi, mais pour vous-même. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Pourquoi ? Parce que le chemin vers la liberté est long et parsemé de doutes. Vous allez avoir besoin d'un rappel constant des règles du jeu, de stratégies concrètes et d'une communauté qui regarde dans la même direction que vous. En vous abonnant, vous rejoignez ceux qui ont décidé d'arrêter de subir. Activez la cloche de notification car les algorithmes ne mettent pas toujours en avant les vérités qui réveillent. Ne laissez pas le hasard décider de votre éducation financière. Laissez un like sur cette vidéo. C'est votre manière de voter pour ce genre de contenu. Chaque mention « J'aime bien » dit au système « Nous voulons plus d'analyse réelle, plus de vérité sur l'argent et moins de divertissement vide ». C'est aussi un soutien immense pour le travail de recherche et d'illustration que nous menons ici. Et maintenant, je vous lance un défi. Dites-moi en commentaire quel est le premier passif que vous allez éliminer ou quel est le premier actif que vous allez viser cette année. Le simple fait d'écrire votre intention noir sur blanc est le premier pas vers la concrétisation.
Je lis chaque commentaire et c'est là que se créent les échanges les plus riches de cette communauté. Et enfin,